tell me your name? Marie-Claude Vaillant-Couturier. You swear to speak without hate nor fear. I want to sit down. After. Will you repeat after me? You swear to speak without hate nor fear. I swear to speak without fear nor... Without hate nor fear. Hate nor fear. To say the truth. To say the truth. All the truth. All the truth. Only the truth. Only the truth. Raise the right hand and say, I swear. I swear. Would you like to sit down? Yes, Would you please speak slowly and pause between sentences? Vous vous appelez Madame Vaillant-Couturier. Marie-Claude Vogel. Né Vogel. Votre nom actuellement est Madame Vaillant-Couturier. Oui. Vous êtes la veuve de Monsieur Vaillant-Couturier. Oui. Vous êtes né à Paris le 3 novembre 1912. Oui. Vous êtes de nationalité française. Oui. Né de nationalité française et Oui. parents eux-mêmes de nationalité française. Oui. Vous êtes député à l'Assemblée constituante. Oui. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Et vous venez d'être décoré par le général Le Gentilhomme aux Invalides. Oui. Vous avez été arrêté, déporté. Voulez-vous faire votre témoignage? J'ai été arrêté le 9 février 1942 par la police française de Pétain qui m'a remis aux autorités allemandes au bout de 6 semaines. Je suis arrivé le 20 mars à la prison de la Santé au quartier allemand. J'ai été interrogé par la Gestapo le 9 juin 1942. À la fin de mon interrogatoire, on a voulu me faire signer une déclaration qui n'était pas conforme à ce que j'avais dit. Comme j'ai refusé de la signer, l'officier qui m'interrogeait... Parlez un peu moins vite. Madam, you're going a little bit too fast for us. Comme je refusais de signer ma déclaration parce qu'elle n'était pas conforme à ce que j'avais dit, l'officier allemand qui m'interrogeait m'a menacé. Et comme je lui ai dit que je ne craignais pas la mort, ni d'être fusillé, il m'a dit, mais nous avons à notre disposition des moyens bien pires que de fusiller les gens pour les faire mourir. Et l'interprète m'a dit, vous ne savez pas ce que vous venez de faire, vous allez partir dans un camp de concentration allemand, on n'en revient jamais. Vous avez été conduit alors en prison. J'ai été reconduite à la prison de la Santé où j'étais au secret. J'ai cependant pu communiquer avec mes voisins par les canalisations et par les fenêtres. Je me trouvais dans les cellules à côté de celles du philosophe Georges Politzer et du physicien Jacques Salomon, le gendre du professeur Langevin, l'élève de Curie, un des premiers qui étudiait la désintégration atomique. Georges Politzer m'a raconté par la canalisation que pendant son interrogatoire, après l'avoir martyrisé, on lui a demandé s'il ne voulait pas écrire des brochures théoriques pour le national-socialisme. Comme il a refusé,
on lui a dit qu'il ferait partie du premier train d'otages qui serait fusillé. Quant à Jacques Salomon, il a été également horriblement torturé, puis jeté au cachot, d'où il n'est sorti que le jour de son exécution pour dire au revoir à sa femme également arrêtée et à la santé. Hélène Solomon Langevin m'a raconté à Romainville, où je l'ai retrouvée en quittant la santé, que lorsqu'elle s'était approchée de son mari pour l'embrasser, il avait poussé un gémissement et lui avait dit « Je ne peux pas te prendre dans mes bras car je ne peux plus les bouger ». Chaque fois que les détenus revenaient de l'interrogatoire, on entendait s'échapper par les fenêtres des gémissements et il disait qu'il ne pouvait plus se remuer. Durant le séjour de 5 mois que j'ai fait à la santé, plusieurs fois on est venu chercher des otages pour les fusiller. En quittant la santé, le 20 août 1942, j'ai été conduite au fort de Romainville qui servait de camp d'otages. Là, j'ai assisté 2 fois à des prises d'otages, le 21 août et le 22 septembre. Parmi les otages emmenés, il y avait les maris des femmes qui se trouvaient avec moi et qui sont parties pour Auschwitz. La plupart y sont mortes. Ces femmes, pour la plupart, n'étaient arrêtées qu'à cause de l'activité de leur mari. Elles n'en avaient aucune elles-mêmes. Vous êtes parti à Auschwitz à quel moment? Je suis parti à Auschwitz le 23 janvier 1943 et arrivé le 27. Vous faisiez partie d'un convoi? Je faisais partie d'un convoi de 230 Françaises. Il y avait parmi nous Daniel Casanova qui est morte à Auschwitz, Maï Politzer qui est morte à Auschwitz, Hélène Solomon. Il y avait des vieilles femmes, comme une vieille... Dites quelles étaient leurs conditions sociales. Des intellectuels, des institutrices, un peu de toutes les conditions sociales. Maï Politzer était... Maï Politzer était médecin. Hélène Solomon était... Elle était la femme de Politzer. Elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Solomon est la femme du physicien Solomon. C'est la fille du professeur Langevin. Oui. Daniel Casanova. Daniel Casanova était chirurgien dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes. C'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers. Combien êtes-vous revenus sur 2? Il y avait dans le transport de vieilles femmes, entre autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz. One moment. Moins vite, s'il vous plaît. When you said only 49 came back, did you mean that only 49 arrived at Auschwitz? No, only 49 came back to France. Oh, right. Go on. Yes? Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz. Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans
une élève du lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz. Il y avait aussi 2 femmes qui avaient été acquittées par le tribunal militaire allemand. Elles s'appellent Marie Alonso et Marie-Thérèse Fleury. Elles sont mortes à Auschwitz. Le voyage était extrêmement pénible car nous étions 60 par wagon en déblaiement de maisons démolies, confection de routes et surtout assainissement des marais. C'était de beaucoup le travail le plus dur puisqu'on était toute la journée les pieds dans l'eau et qu'il y avait danger d'enlisement. Il arrivait constamment qu'on soit obligé de retirer une camarade qui avait enfoncé. Durant tout le travail, les SS, hommes et femmes qui nous surveillaient, nous battaient à coups de gourdin et lançaient sur nous leurs chiens. Nombreuses sont les camarades qui ont eu les jambes déchirées, qui ont eu les jambes déchirées, qui ont eu les jambes déchirées. Il m'est même arrivé de voir une femme déchirée et mourir sous mes yeux, alors que le SS tint contre elle et ricanait à ce spectacle. Les causes de mortalité étaient extrêmement nombreuses. Il y avait d'abord le manque d'hygiène totale. Lorsque nous sommes arrivés à Auschwitz, pour 12 000 détenus, il n'y avait qu'un seul robinet d'eau non potable qui coulait par intermittence. Comme ce robinet était dans les lavabos allemands, on ne pouvait y accéder qu'en passant par une garde de détenus allemandes de droit commun qui nous battaient effroyablement. Il était donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Nous sommes restés pendant plus de 3 mois sans jamais changer de linge. Quand il y avait de la neige, nous en faisions fondre pour pouvoir nous laver. Plus tard, au printemps, quand nous allions au travail, dans la même flaque d'eau sur le bord de la route, nous buvions, nous lavions notre chemise ou notre culotte, nous nous lavions les mains à tour de rôle dans cette eau polluée. Les compagnes mouraient de soif car on ne distribuait que 2 fois par jour un demi-quart de tisane. Précisez en quoi a consisté l'un des appels du début du mois de février. Il y a eu le 5 février ce qu'on appelait un appel général. Et de quelle année? 1943. À 3h30, tout le camp a été... Le matin? Oui. Le matin. Tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d'habitude, l'appel se faisait à 3h30, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine devant le camp jusqu'à 5h du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une et on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu en passant pour la faire courir. Celles qui ne pouvaient pas courir, soit parce qu'elles étaient trop vieilles ou trop malades, étaient happées par un crochet et conduites au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Ce jour-là, 10 Françaises de notre transport ont été happées ainsi et conduites au bloc 25. Lorsque toutes les détenues furent rentrées dans le camp, une colonne dont je faisais partie a été formée pour aller relever dans la plaine les mortes qui jonchaient le sol
comme sur un champ de bataille. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes sans faire de distinction. Elles sont restées entassées ainsi. Ce bloc 25, qui était l'antichambre de la chambre à gaz, si l'on peut dire, je le connais bien, car à cette époque, nous avions été transférés au bloc 26 et nos fenêtres donnaient sur la cour du 25. On voyait les tas de cadavres empilés dans la cour, pilés dans la cour, pilés dans la cour, tant une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres, essayant de se dégager. C'était une mourante qui essayait de sortir de là pour vivre. La mortalité dans ce bloc était encore plus effroyable qu'ailleurs, car comme c'étaient des condamnés à mort, on ne leur donnait à manger et à boire que s'il restait des bidons à la cuisine, c'est-à-dire que souvent elles restaient plusieurs jours sans une goutte d'eau. Un jour, une de nos compagnes, Annette Epo, une belle jeune femme de 30 ans, passant devant le bloc, eut pitié de ces femmes qui criaient du matin au soir dans toutes les langues à boire, à boire, à boire de l'eau. Elle est rentrée dans notre bloc chercher un peu de tisane, mais au moment où elle la passait par le grillage de la fenêtre, Laufseherin Hasse l'a vue, l'a prise par le collet et l'a jetée au bloc 25. Toute ma vie, je me souviendrai d'Annette Epo, 2 jours après, montée sur le camion qui se dirigeait à la chambre à gaz. Elle tenait contre elle une autre Française, la vieille Line Porcher, et au moment où le camion s'était branlé, elle nous a crié « Pensez à mon petit garçon si vous rentrez en France ». Puis elles se sont mises à chanter la Marseillaise pendant que le camion s'ébranlait. Dans le bloc 25, dans la cour, on voyait les rats, gros comme des chats, courir et ronger les cadavres et même s'attaquer aux mourantes qui n'avaient plus la force de s'en débarrasser. Une autre cause de mortalité et d'épidémie était le fait qu'on nous donnait à manger dans des grandes gamelles rouges qui étaient seulement passées à l'eau froide après chaque repas. Comme toutes les femmes étaient malades et qu'elles n'avaient pas la force durant la nuit de se rendre à la tranchée qui servait de lieu d'aisance et dont l'abord est indescriptible, elles utilisaient ces gamelles pour un usage auquel elles n'étaient pas destinées. Le lendemain, on ramassait ces gamelles, on les portait sur un tas d'ordures et dans la journée, une autre équipe venait les récupérer, les passait à l'eau froide et les remettait en circulation. Une autre cause de mort était la question des chaussures. Dans cette neige et cette boue de Pologne, les chaussures de cuir étaient complètement abîmées au bout de 8 ou 15 jours. On avait donc les pieds gelés et des plaies aux pieds. Il fallait coucher sur ces souliers boueux de peur qu'on ne les vole. Et presque chaque nuit, au moment de se lever pour l'appel, on entendait des cris d'angoisse. On m'a volé mes chaussures. Il fallait alors attendre que tout le bloc soit vidé pour chercher sous les cadres
les laisser pour compte. C'était parfois 2 souliers d'un même pied ou un soulier et un sabot. Ça permettait de faire la pelle, mais pour le travail, c'était une torture supplémentaire puisque ça occasionnait des plaies aux jambes qui, à cause du manque de soins, s'envenimaient rapidement. Nombreuses sont les compagnes qui sont entrées au révire pour des plaies aux jambes et qui n'en sont jamais ressorties. Que faisait-on aux internés qui se présentaient à l'appel sans chaussures? Les internées juives qui allaient à l'appel sans chaussures étaient immédiatement conduites au bloc 25. On les gazait donc? On les gazait. On les gazait pour n'importe quoi. Leur situation était du reste absolument effroyable. Alors que nous étions entassés à 800 dans des blocs et que nous pouvions à peine nous remuer, elles étaient dans des blocs de dimensions semblables à 1500, c'est-à-dire qu'un grand nombre ne pouvait pas dormir de la nuit ou même s'étendre. Pouvez-vous parler du revire? Pour arriver au revire, il fallait d'abord faire l'appel. Quel que soit l'état dans lequel... Voulez-vous préciser ce qu'était le revire dans le camp? Le revire, c'était les blocs où on mettait les malades. On ne peut pas donner à cet endroit le nom d'hôpital, car ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un hôpital. Pour y aller, il fallait d'abord obtenir l'autorisation du chef de bloc. Il le donnait très rarement. Quand enfin on l'avait obtenu, on était conduite en colonne devant l'infirmerie où par tous les temps, qu'il neige ou qu'il pleuve, même avec 40 de fièvre, on devait attendre plusieurs heures en faisant la queue pour être admis. Il arrivait fréquemment que des malades meurent dehors devant la porte de l'infirmerie avant d'avoir pu y pénétrer. Du reste, même de faire la queue devant l'infirmerie était dangereux, car lorsque cette queue était trop grande, le SS passait, ramassait toutes les femmes qui attendaient et les conduisait directement au bloc 25. C'est-à-dire à la chambre à gaz. C'est-à-dire à la chambre à gaz. C'est pourquoi, très souvent, les femmes préféraient ne pas se présenter au revire et elles mouraient au travail ou à l'appel. Après l'appel du soir, en hiver, quotidiennement, on relevait des mortes qui avaient roulé dans les fossés. Le seul intérêt du revire, c'est que comme on était couché, on était dispensé de l'appel. Mais on était couché dans des conditions effroyables. Dans des lits de moins d'1 mètre de large, à 4, avec des maladies différentes, ce qui faisait que celles qui étaient entrées pour des plaies aux jambes attrapaient la dysenterie ou le typhus de leurs voisines. Les paillasses étaient souillées, on ne les changeait que quand elles étaient complètement pourries. Les couvertures étaient si pleines de poux qu'on les voyait grouiller comme des fourmis. Une de mes compagnes, Marguerite Coringer, me racontait que pendant son typhus, elle ne pouvait pas dormir toute la nuit à cause des poux. Elle passait sa nuit à secouer sa couverture sur un papier, à vider les poux dans un récipient auprès de son lit, et ainsi pendant des heures. Il n'y avait pour ainsi dire pas de médicaments. On laissait donc les malades couchés, sans soins, sans hygiène, sans les laver. On laissait les mortes pendant plusieurs heures couchées avec les malades. Puis quand enfin on s'apercevait de leur présence, on les balançait simplement hors du lit et on les conduisait devant le bloc. Là, la colonne des mortes venait les chercher sur des petits brancards
où la tête et les jambes pendaient. Du matin au soir, les porteuses de mortes faisaient le trajet entre le révire et la morgue. Pendant les grandes épidémies des hivers 43 et 44, les brancards ont été remplacés par des chariots, car il y avait trop de mortes. Il y a eu pendant ces périodes d'épidémie de 200 à 350 mortes par jour. Combien mourrait-il de gens à ce moment-là? Pendant les grandes épidémies de typhus des hivers 43 et 44, de 200 à 350, suivant les jours. Le revire était-il ouvert à toutes les internées? Non. Quand nous sommes arrivés, les Juives n'avaient pas le droit d'y aller. Elles étaient directement conduites à la chambre à gaz. Il y avait à Auschwitz des blocs d'expérience. Voulez-vous parler de la désinfection des blocs avant, s'il vous plaît? De temps en temps, étant donné l'état de saleté qui occasionnait des poux et par conséquent tant d'épidémies, on désinfectait les blocs en les gazant. Mais ces désinfections causaient également un très grand nombre de morts. Parce que pendant qu'on gazait le bloc, les prisonnières étaient conduites aux douches, puis on leur retirait leurs vêtements, qu'on passait à l'étuve, on les laissait toutes nues dehors, attendre que les vêtements ressortent de l'étuve et on les leur redonnait mouillés. On envoyait même les malades, quand elles pouvaient se tenir sur leurs jambes, aux douches. Il est bien évident qu'un très grand nombre mouraient en cours de route. Celles qui ne pouvaient pas bouger étaient lavées toutes dans la même baignoire pendant la désinfection. Comment étiez-vous nourris? Nous recevions 200 grammes de pain, 3/4 de litre ou un demi-litre, suivant les cas, de soupe au rutabaga et quelques grammes de margarine ou une rondelle de saucisson le soir. Cela par jour. Quel que soit le travail qui était exigé de l'interné. Quel que soit le travail qui était exigé de l'interné, certaines qui travaillaient à l'usine de l'Union, une fabrique de munitions où elles faisaient des grenades et des obus, recevaient ce qu'on appelait un Zulag, c'est-à-dire un supplément quand la norme était atteinte. Ces détenues faisaient comme nous, l'appel le matin et le soir, et elles étaient au travail 12 heures dans leur usine. Elles rentraient au camp après le travail en faisant le trajet aller et retour à pied. Qu'était cette usine, l'Union? C'était une fabrique de munitions. Je ne sais pas à quelle société elle appartenait. Ça s'appelait l'Union. C'était la seule usine? Non, il y avait également une grande usine à Bouna. Mais comme je n'y ai pas travaillé, je ne sais pas ce qu'on y faisait. Les détenues qui étaient prises pour Bouna ne revenaient plus dans notre camp. Pouvez-vous parler des expériences, si vous en avez été témoin? En ce qui concerne les expériences, j'ai vu dans le révire, car j'étais employée au révire, la queue des jeunes juifs de Salonique qui attendaient devant la salle des rayons pour la stérilisation. Je sais par ailleurs qu'on opérait également par castration dans le camp des hommes. En ce qui concerne les expériences faites sur des femmes, je suis au courant parce que mon amie, la doctoresse Heidi Oval de Montbéliard,
qui est rentrée en France, a travaillé pendant plusieurs mois dans ce bloc pour soigner les malades, mais elle a toujours refusé de participer aux expériences. On stérilisait les femmes soit par piqûre, soit par opération ou également avec des rayons. J'ai vu et connu plusieurs femmes qui avaient été stérilisées. Il y avait parmi les opérés une forte mortalité. 14 juifs de France qui avaient refusé de se laisser stériliser ont été envoyés dans un commando de Strafarbeit, c'est-à-dire punition de travail. Revenait-on de ces commandos? Rarement, tout à fait exceptionnellement. Quel était le but poursuivi? Les stérilisations, ils ne s'en cachaient pas. Ils disaient qu'ils essayaient de trouver la meilleure méthode de stérilisation pour pouvoir remplacer dans les pays occupés la population autochtone par des Allemands au bout d'une génération, une fois qu'ils auraient utilisé les habitants comme esclaves pour travailler pour eux. Au Révire, avez-vous vu des femmes enceintes? Oui. Les femmes juives, quand elles arrivaient enceintes de peu de mois, on les faisait avorter. Quand la grossesse était près de la fin, après l'accouchement, on noyait les bébés dans un seau d'eau. Je sais ça parce que je travaillais au Révire et que la préposée à ce travail était une sage-femme allemande détenue de droit commun pour avoir pratiqué des avortements. Au bout d'un certain temps, un autre médecin est arrivé et pendant 2 mois, on n'a pas gazé les bébés, on n'a pas tué les bébés juifs. Mais un beau jour, un ordre est arrivé de Berlin disant qu'il fallait de nouveau les supprimer. Alors, les mères et leurs bébés ont été appelés à l'infirmerie. Elles sont montées en camion et on les a conduites au gaz. Pourquoi dites-vous qu'un ordre est arrivé de Berlin? Parce que je connaissais les détenus qui travaillaient au secrétariat des SS, en particulier une Slovaque nommée Herta Roth, qui travaille à l'heure actuelle à l'UNRWA à Bratislava. Et c'est elle qui vous l'a dit? Oui. Et d'autre part, je connaissais également les hommes qui travaillaient au commando des gaz. Vous venez de parler des mères juives. Y avait-il d'autres mères dans votre camp? Oui. En principe, les femmes non juives accouchaient et on ne leur enlevait pas leur bébé. Mais étant donné les conditions effroyables du camp, les bébés dépassaient rarement 4 à 5 semaines. Il y avait un bloc où se trouvaient les mères polonaises et russes. Un jour, les mères russes, ayant été accusées de faire trop de bruit, on leur a fait faire l'appel toute la journée devant le bloc, toutes nues, avec leur bébé dans leurs bras. Quel était le régime disciplinaire du camp? Qui assurait la surveillance et la discipline? Quelles étaient les sanctions? En général, les SS économisaient beaucoup de personnel à eux en employant des détenus pour la surveillance du camp. Ils ne faisaient que superviser. Ces détenus étaient prises parmi des droits communs ou des filles publiques allemandes et quelquefois d'autres nations, mais en majorité des Allemandes. On arrivait par la corruption et la délation, la terreur, à les transformer en bêtes humaines et les détenus ont autant à s'en plaindre que des SS eux-mêmes.
Elle frappait autant que frappaient les SS. Et en ce qui concerne les SS, les hommes se conduisaient comme les femmes et les femmes étaient aussi sauvages que les hommes. Il n'y a pas de différence. Employés par les SS pour avilir les êtres humains au maximum, en les terrorisant et par la terreur, en leur faisant faire des actes qui devaient leur faire rougir d'eux-mêmes, arrivaient à ce qu'ils ne soient plus des êtres humains. Et c'était ça qu'ils recherchaient. Il fallait énormément de courage pour résister à cette ambiance de terreur et de corruption. Qui distribuait les punitions? Les chefs SS, les hommes et les femmes. En quoi consistaient les punitions? En mauvais traitement corporel, en particulier, une des punitions les plus classiques était 50 coups de bâton sur les reins. Ces coups de bâton étaient donnés par une machine que j'ai vue. C'était un système de balancement qui était manipulé par un SS. Il y avait aussi des appels interminables jour et nuit, ou bien de la gymnastique à plat ventre se relever, à plat ventre se relever pendant des heures. Et quand on tombait, on était assommé de coups et transporté au bloc 25. Comment se comportaient les SS à l'égard des femmes? Les hommes SS. Il y avait à Auschwitz une maison de tolérance pour les SS et également pour les détenus fonctionnaires hommes qu'on appelait des capots. Une autre. D'autre part, quand les SS avaient besoin de domestiques, ils venaient accompagnés de la Oberaufseherin, c'est-à-dire la commandante femme du camp, choisir pendant la désinfection, et il désignait une petite jeune fille que la Oberaufseherin faisait sortir des rangs. Il la scrutait, faisait des plaisanteries sur son physique, et si elle était jolie et qu'elle leur plaisait, il l'engageait comme bonne avec le consentement de la Oberaufseherin qui leur disait qu'elle leur devait une obéissance absolue, quoi qu'il lui demande. Pourquoi venait-il pendant la désinfection? Parce qu'à la désinfection, les femmes étaient nues. Ce système de démoralisation et de corruption est-il exceptionnel? Non. Dans tous les camps où j'ai passé, le système était le même et j'ai parlé à des détenus venus de camps où je n'avais pas été moi-même et c'est toujours la même chose. Le système est exactement le même dans n'importe quel camp. Il y a des variantes. Auschwitz, c'était, je crois, un des plus durs, mais j'ai été ensuite à Ravensbrück. Là aussi, il y avait une maison de tolérance et là aussi, on recrutait parmi les détenus. Selon vous, tout a été mis en œuvre alors pour les faire déchoir à leurs propres yeux? Oui. Que savez-vous du transport de Juifs qui est arrivé presque en même temps que vous venant de Romainville? Quand nous avons quitté Romainville, on avait laissé sur place les Juives qui étaient à Romainville en même temps que nous. Elles ont été dirigées vers Drancy et sont arrivées à Auschwitz où nous les avons retrouvées 3 semaines plus tard, 3 semaines après nous. Sur 1200 qu'elles étaient, il n'en est entré dans le camp que 125. Les autres ont été dirigés sur les gaz tout de suite. Sur ces 125, au bout d'un mois, il n'en restait pas une seule. Les transports se pratiquaient de la manière suivante. Au début, quand nous sommes arrivés, quand un convoi de Juifs arrivait, on sélectionnait. D'abord,
les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu'on faisait monter en camion, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes femmes et jeunes filles et les jeunes gens qu'on envoyait au camp des hommes. Il arrivait en général sur un transport de 1000 à 1500, il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection également, on choisissait les femmes en bonne santé entre 20 et 30 ans qu'on envoyait au bloc des expériences. Et les jeunes filles et les femmes un peu plus âgées, ou celles qui n'avaient pas été choisies dans ce but, étaient envoyées au camp où elles étaient, comme nous, rasées et tatouées. Il y a eu également, pendant le printemps 44, un bloc de jumeaux. C'était la période où sont arrivés d'immenses transports de juifs hongrois, 700 000 environ. Le docteur Mengele, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports les enfants jumeaux et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu'ils soient là tous les deux. Alors dans ce bloc, il y avait des bébés et des adultes par paire. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures, je ne sais pas ce qu'on leur faisait. Êtes-vous témoin direct Oui. de la sélection à l'arrivée des convois? Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 44, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par 2 rangées de fils de fer barbelés. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Pour rendre l'accueil plus agréable, à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 44, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait pendant la sélection, à l'arrivée des trains, des airs gais comme La Veuve Joyeuse, La Barcarolle des Comtes d'Hoffmann, etc. Alors on leur disait que c'était un camp de travail et ce qu'ils envoyaient, comme ils n'entraient pas dans le camp, ils ne voyaient que la petite plateforme entourée de verdure où se trouvait l'orchestre. Évidemment, ils ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui les attendait. Ceux qui étaient sélectionnés pour les gaz, c'est-à-dire les vieillards, les enfants et les mères, étaient conduits dans un bâtiment rouge en briques. Ceux-là n'étaient pas immatriculés. Non. Ils n'étaient pas tatoués. Non. Ils n'étaient même pas comptés. Ils n'étaient pas comptés. Non. Vous avez été tatoués. Oui. Ils étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges qui portait les lettres BAD, c'est-à-dire bain. Là, au début, on les faisait se déshabiller et on leur donnait une serviette de toilette avant de les faire entrer dans la soi-disant salle de douche. Par la suite, à l'époque des grands transports de Hongrie, on n'avait plus le temps de jouer ou de simuler.
On les déshabillait brutalement, et je sais ces détails car j'ai connu une petite juive de France qui habitait avec sa famille à la République, qui est à Paris, qu'on appelait la petite Marie, qui était la seule survivante d'une famille. Voulez-vous ralentir? A little bit more slowly. Les Sorry. interprètes ne suivent que difficilement. Yes. Cette petite Marie était la survivante d'une famille de 9. Sa mère et ses 7 frères et sœurs avaient été gazés à l'arrivée. Lorsque je l'ai connue, elle était employée pour déshabiller les bébés avant la chambre à gaz. On faisait pénétrer les gens, une fois déshabillés, dans une pièce qui ressemblait à une salle de douche, et par un orifice dans le plafond, on lançait les capsules de gaz. Un SS regardait par un hublot l'effet produit. Au bout de 5 à 7 minutes, lorsque le gaz avait fait son œuvre, il donnait le signal pour qu'on ouvre les portes. Des hommes avec des masques à gaz qui étaient des détenus, ces hommes étaient des détenus, pénétraient dans la salle et retiraient les corps. Ils nous racontaient que les détenus devaient souffrir avant de mourir car ils étaient agrippés les uns aux autres en grappe et on avait beaucoup de mal à les séparer. Après cela, une équipe passait pour arracher les dents en or et les dentiers. Et encore une fois, après, quand les corps étaient réduits en cendres, on passait encore au tamis pour essayer de récupérer de l'or. Il y avait à Auschwitz 8 fours crématoires, mais à partir de 1944, ce n'était pas suffisant. Les SS ont fait creuser par les détenus de grandes fosses dans lesquelles ils mettaient des branchages arrosés d'essence et qu'ils enflammaient. Ils jetaient les corps dans ces flammes, dans ces fosses. De notre bloc, nous voyions à peu près 3/4 d'heure ou 1 heure après l'arrivée d'un transport sortir les grandes flammes du four crématoire et le ciel s'embraser par les fosses. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables et le lendemain matin, nous avons appris par les... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Pouvez-vous parler des sélections, s'il vous plaît, des sélections qui étaient faites à l'entrée de l'hiver? Chaque année, vers la fin de l'automne, on faisait dans les revires de grandes sélections. Parce que le système semblait être le suivant. Je dis ça parce que sur le temps que j'ai passé à Auschwitz, j'ai pu en faire la constatation, et d'autres qui sont restés encore plus longtemps que moi ont fait la même constatation. Au printemps, à travers toute l'Europe, on raflait des hommes et des femmes qu'on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l'été.
Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours, mais les plus robustes, qui arrivaient à tenir 6 mois, au bout de ce temps, étaient si épuisées qu'elles entraient à leur tour au révire. C'est à ce moment-là qu'on faisait de grandes sélections. En automne, pour ne pas avoir à nourrir pendant l'hiver des bouches inutiles. Toutes celles qui étaient trop maigres étaient envoyées au gaz. Toutes celles qui étaient envoyées au gaz. Mais on gazait les juives pour presque rien. Par exemple, on a gazé celle du bloc de la Galle, alors que chacun sait que la Galle se guérit en 3 jours si on la soigne. Je me souviens du bloc des convalescentes du typhus, où sur 500 malades, on en a envoyé 450 au gaz. Pendant Noël 43, en Noël 1943, alors que nous étions en quarantaine, nous avons vu, car nous étions en face du bloc 25, amener les femmes toutes nues dans le bloc 25. Ensuite, on faisait venir les camions, des camions non bâchés, sur lesquels on empilait ces femmes nues, autant que le camion pouvait en contenir. Et puis, chaque fois que le camion s'ébranlait, le fameux Hessler, qui a été au procès de Lüneburg, un des condamnés, courait derrière le camion et avec sa trique, il battait à coups redoublés ces femmes nues qui s'en allaient à la mort. Il y en avait qui, elles savaient qu'elles partaient au gaz, alors elles essayaient de s'échapper. On les massacrait, elles essayaient de sauter du camion. Et nous, de notre bloc, nous voyions passer le camion et nous entendions la lugubre clameur de toutes ces femmes qui partaient en sachant qu'elles allaient être gazées. Et beaucoup d'entre elles auraient très bien pu vivre. Elles n'avaient que la gale ou simplement un peu trop de sous-alimentation. Vous nous avez dit, madame, tout à l'heure, que les déportés étaient, dès leur descente du train et sans être comptés, même envoyés à la chambre à gaz. Que devenaient leurs vêtements, leurs bagages? Quand les juifs arrivaient, parce que pour les non-juifs, ils devaient porter eux-mêmes leurs bagages et s'étaient rangés dans des blocs à part. Pour les affaires des juifs, ils devaient tout laisser sur le quai à l'arrivée. Ils étaient déshabillés avant d'entrer et leurs habits ainsi que tout ce qu'ils avaient apporté et laissé sur le quai étaient transportés dans de grandes baraques et triés par le commando qu'on appelait Canada. Là, on faisait des triages et c'était expédié vers l'Allemagne. Les bijoux, les manteaux de fourrure, comme il y avait à Auschwitz, on envoyait à Auschwitz des juifs avec toute leur famille en leur disant que ce serait une sorte de ghetto et qu'il fallait qu'elles emportent avec elles tout ce qu'elles possédaient. Elles amenaient donc des richesses considérables. Je me souviens, en ce qui concerne les Juifs de Salonique, que quand elles sont arrivées, on leur a donné une carte postale avec inscrit dessus comme lieu d'expédition Waldsee, qui n'existait pas, et un texte imprimé qu'elles devaient envoyer à leur famille, disant « Nous sommes très bien ici, il y a du travail, on est bien traités, nous attendons votre arrivée. » J'ai vu moi-même les cartes en question et les Schreiberinnen, c'est-à-dire les secrétaires de bloc, avaient l'ordre de les distribuer parmi ces détenus
pour qu'elles les envoient à leurs familles. Et je sais que, à la suite de ça, des familles se sont présentées. Je ne connais cette histoire que pour la Grèce, je ne sais pas si elle s'est pratiquée ailleurs, mais en tout cas pour la Grèce et également la Slovaquie, des familles se sont présentées au bureau de recrutement à Salonique pour aller rejoindre les leurs. Et je me souviens d'une professeure de lettres de Salonique qui a vu avec horreur arriver son père. Voulez-vous parler des camps de Tziganes? Il y avait à côté de notre camp, de l'autre côté des fils de fer barbelés, séparés par 3 mètres, 2 camps. Un camp de Tziganes qui a été en 1944, vers le mois d'août, entièrement gazé. C'était des Tziganes de toute l'Europe, y compris de l'Allemagne. Également, de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait le camp familial. C'était des Juifs de Theresienstadt, du ghetto de Theresienstadt, qui avaient été conduits là-bas. Et, contrairement à nous, ils n'étaient ni tatoués, ni rasés, et on ne leur enlevait pas leurs vêtements. Ils ne travaillaient pas. Ils ont vécu comme ça 6 mois, et au bout de 6 mois, on a gazé tout le camp familial, et quelques jours après, un autre, ça représentait à peu près 6 ou 7 000 juifs. Et quelques jours après, un autre grands transports sont arrivés de Theresienstadt, également avec des familles, et au bout de 6 mois, également, elles ont été gazées comme les premières. Voudriez-vous, madame, donner quelques précisions sur ce que vous avez vu lorsque vous étiez sur le point de quitter ce camp? Et dans quelles conditions vous l'avez quitté? Nous avons été mises en quarantaine avant de quitter Auschwitz. La quarantaine... À quelle époque était-elle? Nous avons été 10 mois en quarantaine du 15 juillet 43, oui, jusqu'en 44. Puis nous, c'est-à-dire, je crois que ça fait mai de juillet, mai, jusqu'en mai 44. Et puis nous sommes retournés pendant 2 mois dans le camp. Et ensuite, nous sommes partis pour Ravensbrück. C'était toutes les Françaises survivantes de votre convoi? Toutes les Françaises survivantes de notre convoi. Nous avons appris par des Juives arrivées de France vers juillet 44 qu'une grande campagne avait été faite à la radio de Londres où l'on parlait de notre transport en citant Maï Politzer, Daniel Casanova, Hélène Solomon, Langevin et moi-même. Et à la suite de ça, nous savons que des ordres ont été donnés de Berlin de mettre le transport des Françaises dans de meilleures conditions. Nous avons donc été en quarantaine. C'était un bloc situé en face du camp, à l'extérieur des fils de fer barbelés. Je dois dire que c'est à cette quarantaine que les 49 survivantes doivent la vie, car au bout de 4 mois, nous n'étions plus que 52. Il est donc certain que nous n'aurions pas survécu 18 mois de cette vie si nous n'avions pas eu les 10 mois de quarantaine. Là, cette quarantaine était faite parce que, comme le typhus exanthématique régnait à Auschwitz, on ne pouvait quitter le camp, soit pour être libéré ou transféré dans un autre camp, ou pour aller au tribunal, qu'après avoir passé 15 jours en quarantaine. Ces 15 jours
étant la durée d'incubation du typhus exanthématique. Aussi, dès que les papiers arrivaient annonçant qu'une détenue serait probablement libérée, on l'envoyait en quarantaine, où elle restait jusqu'à ce que l'ordre de libération soit signé. C'était parfois plusieurs mois, au minimum 15 jours. Or, durant cette période, il y a eu une politique de libération des détenus de droit commun et des asociales allemandes pour les envoyer comme main-d'œuvre dans les usines d'Allemagne. Il est donc impossible d'imaginer qu'on ignorait dans toute l'Allemagne qu'il y avait des camps de concentration et ce qui s'y passait, puisque ces femmes sortaient de là et qu'il est difficile de croire qu'elles n'ont jamais parlé. D'autre part, dans les usines où travaillaient les détenus, les Vorarbeiterinnen, c'est-à-dire les contremaîtres, étaient des civils allemands qui étaient en contact avec les détenus et qui pouvaient leur parler. Les Aufseherinnen d'Auschwitz, qui sont venus après chez Siemens à Ravensbrück comme Aufseherinnen, étaient d'anciennes travailleuses libres de chez Siemens à Berlin, et elles se sont retrouvées avec les contremaîtresses qu'elles avaient connues à Berlin, et elles leur racontaient devant nous ce qu'elles avaient vu à Auschwitz. On ne peut donc pas croire que ça ne se savait pas en Allemagne. Lorsque nous avons quitté Auschwitz, nous n'en croyions pas nos yeux. Et nous avions le cœur très serré quand nous voyions ce petit groupe de 49 et que nous pensions au groupe de 230 qui était entré 18 mois plus tôt. Mais nous avions l'impression de sortir de l'enfer et que, pour la première fois, un espoir de revivre et de revoir le monde nous était donné. Où vous a-t-on envoyé, madame? En sortant d'Auschwitz, nous avons été envoyés à Ravensbrück. Là, nous avons été conduites au bloc des NN, qui voulait dire Nachtennebel, c'est-à-dire le secret. Dans ce bloc avec nous, il y avait des Polonaises portant le matricule 7000 et quelques, qu'on appelait les lapins, parce qu'elles avaient servi de cobayes. On choisissait dans leur transport des jeunes filles ayant des jambes bien droites et étant elles-mêmes bien saines. Et on leur faisait subir des opérations. À certaines, on a enlevé des parties d'os dans les jambes. À d'autres, on a fait des injections, mais je ne saurais pas dire de quoi. Il y avait parmi les opérés une grande mortalité. Aussi, les autres, quand on est venu les chercher pour les opérer, ont-elles refusé de se rendre au Revier. On les a conduites de force au cachot, et c'est là que le professeur venu de Berlin les opérait en uniforme, sans prendre aucune précaution aseptique, sans mettre de blouse, sans se laver le blouse, sans se laver le blouse, sans se laver les mains. Celles qui sont lapins, elles souffrent encore énormément maintenant. Elles ont par période des suppurations, et comme on ne sait pas quel traitement elles ont subi, il est très difficile de les guérir. Les internés étaient-elles tatouées à leur arrivée? Non, à Ravensbrück, non, à Ravensbrück, non, à Ravensbrück, on n'était pas tatoués, mais par contre, on passait un examen gynécologique, et comme c'était sans aucune précaution, et avec les mêmes instruments, il arrivait la contagion de maladies, étant donné que les détenus de droit commun et les politiques étaient mélangés.
Dans le bloc 32 où nous étions, il y avait également des prisonnières de guerre russes qui avaient refusé de travailler volontairement dans des usines de munitions. Elles avaient été conduites à cause de cela à Ravensbrück. Comme elles ont continué de refuser, on leur a fait subir toutes sortes de brimades, telles que de les laisser debout devant le bloc toute la journée sans manger. Une partie a été envoyée en transport à Barth. Une autre a été employée pour porter les bidons dans le camp. Il y avait également au bunker, au Strafblock, des détenus ayant refusé de travailler pour les usines de guerre. Vous parlez là des prisons du camp. Les prisons du camp. Du reste, la prison du camp, je l'ai visitée, c'était une prison, avec comme une prison civile, une vraie prison. Combien y a-t-il eu de Françaises dans ce camp? De 8 à 10 000. Combien y a-t-il eu de femmes en tout? Au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques. Il y a eu également dans le camp des exécutions. On appelait les numéros à l'appel le matin, puis elles partaient à la commandanture et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l'Effektenkammer, où on gardait les habits des détenus, et au bout d'un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp. Fichiers du camp. Fichiers du camp. Le système de détention était le même qu'à Auschwitz? Non. À Auschwitz, visiblement, c'était un camp J'ai pas entendu ça. Quelqu'un m'a posé une question? À Auschwitz, visiblement, le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On n'était battu pour rien du tout. Il suffisait d'être debout du matin au soir, mais le fait qu'on porte une brique ou 10 briques, on se rendait bien compte que le travail, on utilisait le matériel humain que comme des esclaves, mais pour les faire mourir, c'était ça le but. Alors qu'à Ravensbrück, le rendement jouait un grand rôle. C'était un camp de triage. Quand des transports arrivaient à Ravensbrück, ils étaient expédiés très rapidement, soit dans des usines de munitions, soit dans des poudreries, soit pour faire des terrains d'aviation, et les derniers temps pour creuser des tranchées. Pour partir dans les usines, cela se pratiquait de la manière suivante. Les industriels, ou leurs contremaîtres, ou leurs responsables, venaient eux-mêmes accompagner des SS, choisir et sélectionner. On avait l'impression d'un marché d'esclaves. Ils tâtaient les muscles, regardaient la bonne mine, puis ils faisaient leur choix. Ensuite, on passait devant le médecin, déshabillé, et il décidait si on était apte ou non à partir au travail dans les usines. Les derniers temps, la visite au médecin n'était plus que pro forma, car on prenait n'importe qui. Le travail était exténuant, surtout à cause du manque de nourriture et de sommeil, puisqu'en plus des 12 heures effectives de travail, il fallait faire l'appel le matin et le soir. À Ravensbrück même, il y avait l'usine Siemens où on fabriquait du matériel téléphonique et des instruments pour la radio des avions. Puis, il y avait des ateliers à l'intérieur du camp de camouflage, d'uniformes,
et de différents ustensiles utilisés par les soldats. L'un de ceux que je connais le mieux. We'd better break off now for 10 minutes. Avez-vous vu, madame, des chefs SS faire des visites dans les camps de Ravensbrück ou de Auschwitz pendant que vous y étiez? Oui. Savez-vous si des personnalités du gouvernement allemand sont venues visiter ces camps? Je ne le sais que pour Himmler. Mais vous ne savez pas qui? En dehors de Himmler, je ne sais pas. Quels étaient les gardiens de ces camps? Au début, c'était uniquement des SS. À partir de... Voulez-vous, s'il vous plaît, parler moins vite pour permettre aux interprètes de vous suivre? Au début, c'était seulement des SS. À partir de l'été 44, du printemps 44, les jeunes SS, dans beaucoup de compagnies, ont été remplacés par des vieux de la Wehrmacht. À Auschwitz et également à Ravensbrück, nous avons été gardés par des soldats de la Wehrmacht à partir de 1944. Vous portez témoignage, par conséquent, que sur l'ordre du grand état-major allemand, l'armée allemande a été mêlée aux atrocités que vous nous avez décrites. Évidemment, puisque nous étions gardés également par la Wehrmacht, ça ne pouvait pas être sans ordre. Votre témoignage est formel et il atteint à la fois les SS et l'armée. Absolument. Voudriez-vous nous parler de l'arrivée à Ravensbrück pendant l'hiver 1944 des Juives hongroises qui avaient été arrêtées en masse? Vous étiez à Ravensbrück? Oui. C'est un fait dont vous pouvez témoigner. Oh, naturellement, j'y ai assisté. Il n'y avait plus de place dans les blocs. Les détenus couchaient déjà à 4 par lit. Alors, il a été dressé au milieu du camp une grande tente. Dans cette tente, on avait mis de la paille et les détenues hongroises ont été conduites sous cette tente. Elles étaient dans un état effroyable. Il y avait énormément de pieds gelés parce qu'elles avaient fait une grande partie du trajet pendant elles étaient évacuées de Budapest et elles avaient fait une grande partie du trajet à pied dans la neige. Il en était mort un grand nombre en route. Celles qui sont arrivées à Auschwitz ont donc été conduites sous cette tente. Et là, il en mourait énormément. Tous les jours, une équipe venait rechercher les cadavres sous la tente. Un jour, en revenant à mon bloc, qui était voisin, pendant le nettoyage... Madame, are you speaking of Ravensbrück or of Auschwitz? Now I'm speaking of Ravensbrück. C'était en l'hiver 44, je crois à peu près novembre ou décembre, je ne peux pas préciser le mois. Parce que dans les camps de concentration, c'est très difficile de donner une date précise, étant donné qu'un jour de torture suivait un jour de torture égale, la monotonie rend très difficile les points de repère. Un jour, je dis donc qu'en passant devant la tente, au moment où on la nettoyait, j'ai vu devant un tas de fumier qui fumait. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était du fumier humain, car les malheureuses n'avaient plus la force de se traîner jusqu'au lieu d'aisance. Elles pourrissaient donc dans cette saleté. Dans quelles conditions travaillait-on à l'atelier où l'on fabriquait des vestes? À l'atelier des uniformes. C'était l'atelier du camp. C'était l'atelier du camp qu'on appelait la Schneiderei 1. On fabriquait 200 vestes ou pantalons par jour. Il y avait 2 équipes, une de jour et une de nuit. 12 heures de travail par équipe. L'équipe de nuit, au début, à minuit, lorsque la norme était atteinte, mais dans ce cas seulement,
touchait une mince tartine de pain. Par la suite, ça a été supprimé. Le travail était à une cadence effrénée. Les détenus ne pouvaient même pas se rendre au lavabo. Pendant la nuit et le jour, elles étaient effroyablement battues, tant par les SS femmes que par les hommes. Parce qu'une aiguille cassait, parce que le fil était de mauvaise qualité, parce que la machine s'arrêtait, ou tout simplement parce qu'elles avaient une tête qui ne plaisait pas à ces messieurs ou ces dames. Vers la fin de la nuit, on voyait qu'elles étaient si épuisées que chaque effort leur coûtait. Le front était perlé de sueur, elles ne voyaient presque plus clair. Quand la norme n'était pas atteinte, le chef de l'atelier, Binder, se précipitait et battait à tour de bras, l'une après l'autre, toute la rangée de la chaîne, ce qui fait que les dernières attendaient pétrifiées de terreur que leur tour arrive. Quand on voulait aller au révire, il fallait avoir l'autorisation des SS, qui la donnaient très rarement. Et même dans ce cas, si le médecin donnait une dispense de travail de quelques jours, il arrivait couramment que les SS viennent rechercher la malade dans son lit pour la remettre à sa machine. L'atmosphère était effroyable parce qu'à cause de l'occultation, la nuit, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Alors, 600 femmes travaillaient pendant 12 heures sans aucune ventilation. Toutes celles qui travaillaient à la Schneiderei, au bout de quelques mois, devenaient squelettiques. Elles commençaient à tousser, leur vue baissait, elles avaient des tics nerveux causés par la peur des coups. Je connais bien les conditions de cet atelier, car ma petite amie, Marie Rubiano, une petite Française qui venait de passer 3 ans à la prison de Cottbus, en arrivant à Ravensbrück, avait été envoyée à la Schneiderei et chaque soir, elle me racontait son martyre. Un jour épuisée, elle a obtenu d'aller au révire et comme ce jour-là, la Schwester allemande Erika était de moins mauvaise humeur que de coutume, on l'a passée à la radio. Les 2 poumons étant atteints très gravement, elle a été envoyée à l'horrible bloc 10, le bloc des tuberculeuses. Ce bloc était particulièrement effroyable parce que les tuberculeuses, n'étant pas considérées comme main-d'œuvre récupérable, on ne les soignait pas et il n'y avait même pas de personnel pour assez nombreux pour les laver. Il n'y avait, pour ainsi dire, pas de médicaments. La petite Marie a été mise dans la chambre des bacillaires, c'est-à-dire celle qu'on considérait comme perdue. Elle y a passé quelques semaines et elle n'avait même plus le courage de lutter pour vivre. Il faut dire que l'atmosphère de cette salle était particulièrement déprimante. Elles étaient très nombreuses, plusieurs par lit, dans des lits de 3 étages, dans une atmosphère surchauffée, couchées entre détenus de différentes nationalités, ce qui faisait qu'elles ne pouvaient même pas se parler entre elles. Aussi, le silence de cette antichambre de la mort n'était-il coupé que par les glapissements des asociales allemandes qui faisaient le service et le sanglot étouffé d'une petite fille qui pensait à sa mère, au pays qu'elle ne reverrait jamais. Pourtant, Rubiano, ne mourant pas assez vite, au gré des SS, un jour, le docteur Winkelmann, le spécialiste des sélections à Ravensbrück, l'a inscrite sur la liste noire.
Et le 9 février 1945, avec 72 autres tuberculeuses, dont 6 françaises, elle a été hissée dans le camion pour la chambre à gaz. Durant cette période, dans tous les revirs, on pratiquait des sélections et on envoyait au gaz toutes les malades qu'on pensait ne plus pouvoir utiliser pour le travail. La chambre à gaz à Ravensbrück était juste derrière le mur du camp, à côté du four crématoire. Quand les camions venaient chercher les malades, nous entendions le bruit du moteur à travers le camp et ils s'arrêtaient juste à côté du four crématoire dont la cheminée dépassait les hauts murs du camp. À la Libération, je me suis rendue dans ces lieux et j'ai visité la chambre à gaz, qui était une baraque en planches, hermétiquement fermée, et à l'intérieur, il y avait encore l'odeur désagréable des gaz. Les gaz employés étaient les mêmes, je sais qu'à Auschwitz en tout cas, ils étaient les mêmes que ceux qu'on employait pour gazer les blocs contre les poux. Ils laissaient comme traces des petits cristaux vert pâle qu'après avoir ouvert les fenêtres des blocs, on balayait. Je sais ces détails parce que les hommes utilisés à la désinfection des blocs contre les poux étaient en contact avec ceux qui gazaient les êtres humains et qui leur ont dit que c'était le même. Était-ce le seul moyen utilisé pour exterminer les internés à Ravensbrück? Non. Au bloc 10, on avait expérimenté également une poudre blanche. Un jour, la Schwester allemande Martha est arrivée dans le bloc et a distribué à une vingtaine de malades une poudre. À la suite de cela, les malades se sont endormis profondément. 4 ou 5 ont été saisis de vomissements et c'est ce qui leur a sauvé la vie. Dans le courant de la nuit, peu à peu, les ronflements se sont arrêtés et les malades étaient morts. Je sais cela parce que j'allais chaque jour visiter des Françaises dans ce bloc, que 2 des infirmières étaient françaises et la doctoresse Louise Lepors de Bordeaux, qui est rentrée, pourrait également en témoigner. Était-ce fréquent? Durant mon séjour, ça n'a été à l'intérieur du révire que le seul exemple. Mais on employait également ce système au Jugendlager, ainsi appelé parce que c'était un ancien pénitencier de jeunes délinquantes allemandes. Vers le début de l'année 45, le docteur Winkelmann, ne se contentant plus de faire des sélections dans le révire, en faisait également dans les blocs. Toutes les détenues devaient faire l'appel les pieds nus et montrer leur poitrine et leurs jambes. Toutes celles qui étaient trop âgées, malades, trop maigres ou qui avaient les jambes gonflées d'édème étaient mises de côté, puis envoyées dans ce Jugendlager à un quart d'heure du camp de Ravensbrück. Je l'ai visité à la Libération. On avait fait passer dans les blocs un ordre disant que les vieilles femmes et les malades
qui ne pouvaient pas travailler devraient se faire inscrire pour le Jugendlager où elles seraient beaucoup mieux, où elles ne travailleraient pas, où il n'y aurait pas d'appel. Nous avons su par la suite, par des employés qui travaillaient au Jugendlager, dont la chef de camp, une Autrichienne que je connaissais depuis Auschwitz, nommée Betty Wenz, et par les quelques survivantes, dont Irène Hotlar, une Française habitant Drancy, 17 rue de la Liberté, qui a été rapatriée en même temps que moi et que j'avais soignée après la libération. Par elle, nous avons eu des détails sur le Jugendlager. Pourriez-vous nous dire, madame, si vous pouvez répondre à cette question? Les médecins SS qui procédaient aux sélections, agissaient-ils de leur propre mouvement ou conformément à des ordres reçus? Ils agissaient conformément à des ordres reçus, puisque l'un d'eux, le docteur Lucas, ayant refusé de participer aux sélections, a été retiré du camp et on a envoyé de Berlin le docteur Winkelmann à sa place. Vous êtes témoin personnel de ces faits. C'est lui qui l'a dit en s'en allant à la chef de bloc du bloc 10 et à la doctoresse Louise Lepors. Pourriez-vous nous donner quelques renseignements sur la condition dans laquelle étaient les hommes du camp voisin à Ravensbrück au lendemain de la libération, lorsque vous avez pu les voir? Je crois qu'il vaut mieux parler d'abord du Jugendlager, puisque chronologiquement, ça se passe avant. Si vous le voulez bien. Au Jugendlager, les femmes, c'est-à-dire les vieilles femmes et les malades, qui étaient parties de notre camp, ont été mises dans des blocs où il n'y avait pas d'eau et pas de commodité. Sur des paillasses, par terre, si serrées qu'on ne pouvait pas passer entre elles. Ce qui fait que la nuit, on ne pouvait pas dormir à cause du va-et-vient et que les détenus se souillaient les unes les autres en passant. Les paillasses étaient pourries et pullulaient de poux. Celles qui pouvaient se tenir debout faisaient l'appel pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elles s'écroulent. Au mois de février, on leur a retiré les manteaux. Elles continuaient à faire l'appel dehors, ce qui a beaucoup augmenté la mortalité. Elles ne recevaient comme nourriture qu'une mince tranche de pain et un demi-quart de soupe au rutabaga et comme toute boisson, pour 24 heures, un demi-quart de tisane. Elles n'avaient pas d'eau pour se laver, ni pour boire, ni pour laver leurs gamelles. Il y avait au Jugendlager également un révire où l'on mettait toutes celles qui ne pouvaient pas se tenir debout. Pendant les appels, périodiquement, l'Aufseherin choisissait des détenus que l'on déshabillait en ne leur laissant que leur chemise. On leur rendait leur manteau pour monter en camion et elles partaient pour les gaz.
quelques jours après, les manteaux revenaient à la cama, c'est-à-dire l'entrepôt de vêtements. Et les fiches étaient marquées Mittwerder. Les détenus qui travaillaient au fichier nous ont dit que Mittwerder n'existait pas, que c'était une nomenclature pour les gaz. Au Révire, on distribuait périodiquement de la poudre blanche et les malades mouraient comme celle du bloc 10 dont j'ai parlé tout à l'heure. On faisait the details of the witnesses' evidence as to Ravensbrück seem to be very much like, if not the same, as at Auschwitz. And wouldn't it be possible to now, after hearing this amount of detail, to deal with the matter rather more generally, unless there is some substantial difference between Ravensbrück and Auschwitz? Je crois qu'il y a une différence qui nous a été exposée par le témoin et qui est la suivante. C'est qu'à Auschwitz, les internés étaient exterminés purement et simplement. Il ne s'agissait que d'un camp d'extermination, tandis qu'à Ravensbrück, ils étaient internés pour travailler, étaient exténués de travail jusqu'à ce qu'ils meurent. Yes. Well, D'ailleurs, if there are other distinctions between the two, no doubt you will lead the witness, ask the witness about those other distinctions. Je n'y manquerai pas. Pourriez-vous indiquer au tribunal dans quel état se trouvait le camp des hommes au moment de la libération et combien il restait de survivants? Lorsque les Allemands sont partis, ils ont laissé 2000 malades femmes et un certain nombre de volontaires, dont moi-même, pour les soigner. Ils nous ont laissés sans eau et sans lumière. Heureusement, les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu'au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptible. Ils étaient depuis 5 jours sans eau. Il y avait 800 malades graves, 3 médecins et 7 infirmiers qui n'arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l'Armée rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner de la nourriture et des soins. Mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français. Il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp et il n'y en a que 150 qui ont pu regagner la France. Pour les autres, ils étaient trop tard malgré les soins. Avez-vous assisté à des exécutions? Dans quelles conditions étaient-elles faites au camp? Je n'ai pas assisté aux exécutions. Je sais seulement que la dernière qui a eu lieu, c'est le 22 avril. C'est le 22 avril. C'est le 22 avril. C'est le 22 avril. On envoyait, il y avait, on retirait leur carte du fichier. Est-ce exceptionnel la situation de ces camps ou pouvez-vous penser que c'est un système? C'est difficile de donner une idée juste des camps de concentration quand on n'y a pas été soi-même, parce que on ne peut que citer des exemples d'horreur, mais on ne peut pas donner
l'impression donnée, l'impression de cette lente monotonie. Quand y était le pire, il est impossible de répondre parce que tout était atroce. Mourir de faim, de mourir de soif, d'être malade, de voir mourir autour de soi toutes ses compagnes sans rien pouvoir faire, de penser à ses enfants, à son pays qu'on ne reverra pas. Et par moments, nous nous demandions nous-mêmes si ce n'était pas un cauchemar, tellement cette vie nous semblait irréelle dans son horreur. Nous n'avions qu'une volonté pendant des semaines, des mois et des années, c'est de sortir à quelques-unes vivantes pour pouvoir dire au monde ce que c'est que les bagnes nazis. Partout, à Auschwitz comme à Ravensbrück, et les compagnes qui ont été dans d'autres camps rapportent la même chose, cette volonté systématique et implacable d'utiliser les hommes comme des esclaves et quand ils ne peuvent plus travailler, de les tuer. Vous n'avez plus rien à déclarer? Non. Je vous remercie. Si le tribunal veut interroger le témoin, j'en ai achevé. Я не имею вопросов. Rechtsanwalt Dr. Marx, für den Verteidiger der SS, Rechtsanwalt Babel. Rechtsanwalt Babel ist heute Morgen verhindert, weil er zu einer Besprechung zu Herrn General Mitchell beordert worden ist. Meine Herren Richter, ich möchte mir erlauben, an die Zeugin einige Fragen zur Aufklärung zu richten. Frau Couturier, Sie erklärten, Sie seien von der französischen Polizei verhaftet worden. Oui. Aus welchem Grund ist diese Verhaftung erfolgt? Résistance. Ich habe nicht. Widerstandsbewegung. Widerstandsbewegung. Ihr Vortrag lässt eine große Gewandtheit. Eine weitere Frage. Ihr Vortrag lässt eine sehr große Gewandtheit im... Ja. Warten Sie, bis meine Frage erfolgt. Da ist aber Welche Vorbildung besaßen Sie und welche Stellung nahmen Sie jemals ein?
Quelle était quoi? Ich meine, Je ne comprends pas la question. nicht verstanden. Welche Stellung nahmen Sie jemals ein? Haben Sie jemals eine Stellung bekleidet? Par exemple, zum Beispiel als Lehrerin oder als Vortragende Avant la guerre? vor dem Kriege. Je ne vois pas très bien ce que la question a à voir avec ça. J'étais journaliste. Ja. Ja, die Sache ist doch so. Sie haben in Ihrer Aussage eine große Gewandtheit im Ausdruck und Stil erkennen lassen. Und da möchte ich wissen, ob Sie eine Stellung bekleidet haben, etwa als Lehrerin oder als Vortragende. Non, j'étais reporter Nein. photographe. Ja. Wie ist es zu erklären, dass Sie selbst so gut durchgekommen sind, dass Sie in einem guten Gesundheitszustand sich befinden? D'abord, j'ai été libérée il y a 1 an. En 1 an de temps, on a le temps de se remettre. Ensuite, j'ai été 10 mois, comme je l'ai indiqué, en quarantaine et j'ai eu la chance de ne pas mourir du typhus exanthématique, bien que je l'ai eu et été malade pendant 3 mois et demi. D'autre part, à Ravensbrück, les derniers temps, comme je sais l'allemand, j'ai travaillé pour faire l'appel du Révire. Je n'étais donc pas je n'avais pas à subir les intempéries. Mais par contre, sur 230, nous rentrons à 49 de mon transport. Et nous n'étions plus que 52 au bout de 4 mois. J'ai eu la chance de revenir. Trugen Sie lediglich Ihre eigenen Beobachtungen vor oder handelt es sich um Mitteilungen auch von anderer Seite? Chaque fois que c'est le cas, je l'ai signalé dans ma déclaration. Je n'ai jamais cité quoi que ce soit qui n'ait été vérifié aux sources et par plusieurs personnes. Mais la majorité de ma déclaration porte sur un témoignage personnel. Wie erklärt es sich, dass Sie genaue statistische Kenntnisse besitzen? Zum Beispiel, dass 700.000 Juden aus Ungarn gekommen seien. Je vous ai dit que j'avais travaillé dans les bureaux. Et en ce qui concerne Auschwitz, que j'étais amie de la secrétaire de la Oberaufseherin dont j'ai indiqué le nom et l'adresse au tribunal. Es wird nämlich behauptet, dass nur 350.000 Juden aus Ungarn gekommen seien, nach Angabe des Gestapo-Chefs Eichmann. Je ne veux pas discuter avec la Gestapo. J'ai de bonnes raisons pour savoir que ce qu'elle déclare n'est pas toujours exact. Ja. Wie wurden Sie selbst behandelt? Wurden Sie gut behandelt? Comme les autres.
sagten vorhin, das deutsche Volk musste von den Vorgängen in Auschwitz gewusst haben. Worauf gründet sich diese Annahme? Je l'ai dit, d'une part sur le fait que lorsque nous sommes partis, les soldats lorrains de la Wehrmacht nous ont dit dans le train, si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressés d'y arriver. Madame, you're going too fast. Je l'ai d'une part sur le fait que les soldats lorrains de la Wehrmacht qui nous ont convoyés à Auschwitz nous ont dit, si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressés d'y arriver. D'autre part, sur le fait que les Allemandes qui sortaient de la quarantaine pour aller travailler dans des usines étaient au courant de ces fêtes et qu'elles disaient toutes qu'elles leur raconteraient dehors. Troisièmement, sur le fait que dans tous les camps, dans toutes les usines où travaillaient des Häftlinge, des détenus, elles étaient en contact avec des civils allemands, ainsi que les Aufseherinnen qui avaient des relations avec leurs amis et leurs familles et qui souvent se vantaient de ce qu'elles avaient vu. Dann noch die eine Frage. Sie haben bis 1942 das Verhalten der deutschen Soldaten in Paris beobachten können. Benahmen sich die deutschen Soldaten nicht durchaus anständig und bezahlten sie nicht, was sie entnommen haben? Je n'en ai pas la moindre idée s'ils payaient ce qu'ils réquisitionnaient. Quant au traitement convenable, trop des miens ont été fusillés ou massacrés pour que je ne puisse avoir une opinion différente de la vôtre sur cette question. Ich habe keine weitere Frage an die Zeugin. Ich möchte mir nur noch erlauben, Herr... If you have no further question, there's nothing more to be said. Danke.